Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC sur numéro 23 avec Pascal Perry, économiste et consultant auprès des entreprises, Joël Dagosseri qui est chargé de clientèle dans le logement social et la nouvelle recrue des GG. Il faut vous dire que l'insolence des 19 ans, il la manifeste pendant la pause. Puis Maxime Yeddo, 19 ans, étudiant en fac d'histoire à Angers, parce que c'est lui qui a gagné le grand casting des étudiants. De quoi avons-nous parlé aujourd'hui dans les grandes gueules? De ces pompiers agressés à Nîmes, du service des urgences dans lequel il y a eu une bagarre en Seine-Saint-Denis vendredi soir. Est-ce que nos services publics sont en danger? Quelles sont les solutions? Comment y remédier? On a évoqué l'affiche anti-PMA de la Manif pour tous. C'est Marlène Schiappa qui demande son retrait. Le fichier des intérimaires de Leroy Merlin. Boulet, branleur, feignasse, mou du genou. Une honte ce fichier. Puis après tout, ça se fait dans beaucoup d'entreprises. Sauf que là, Leroy Merlin... Ils se sont fait gauler. Voilà, ils se sont fait gauler, comme on dit. Bref, sur tous ces sujets, revenez prendre la parole avec les grandes gueules tout à l'heure dans le GG et vous à 12h40. Juste avant l'avis des GG, le vécu de Joël Dagosseri tout à l'heure, qui nous racontera sa fille qui a été victime de sa première insulte raciste. Oui, ça se fête. Dans les grandes gueules tout à l'heure. Hein, c'est dingue ça. Bien sûr, on a fêté ça parce que ça va être la première d'une longue série à mon avis. Donc, quel âge? Elle a 7 ans. 7 ans en plus. Sauf que on peut dire comme ça se fête, oui, mais ça attire l'attention sur problème de notre société et surtout comment y remédier. C'est Joël Dagosseri qui nous en parlera tout à l'heure. Allez, c'est l'heure du grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. Luc Carvounas, député socialiste du Val-de-Marne, bonjour. Bonjour. Bonjour Luc Carvounas, vous êtes toujours socialiste? Oui. Il y en a je vous confirme. On est quelques-uns quand même. Oui, on va y revenir. Je regardais votre compte Twitter à l'instant. Ouais. Vous n'avez pas tweeté avec l'hashtag « Je suis la bande de Valls ». Mais d'abord, soyons clairs, ce débat-là qui a fleuri, moi, pour être tout à fait honnête, je condamne totalement les propos de Jean-Luc Mélenchon parce que sincèrement, quand on connaît Manuel Valls, qui est un républicain, parler de propos ethnicistes, enfin tout ça, ça n'a aucun sens. Mais ce qui a aussi aucun sens, c'est qu'on se laisse, nous, la gauche française, enfermer dans un débat entre deux hommes où, comme si le débat, pour nous, le Parti socialiste ou la gauche en général, vis-à-vis de la France insoumise, c'est cette thématique qu'emploie souvent, parfois à raison, Manuel Valls sur l'islamo-gauchisme, quand une députée de la France insoumise a des propos et où Jean-Luc Mélenchon, comme patron du groupe, n'arrive même pas à se désolidariser d'elle sur la laïcité. Vous voulez parler de la députée Obono ? Tout à fait. Mais en même temps, moi, je ne vais pas me laisser enfermer par ce débat-là. Pour moi, ce qui est important vis-à-vis de la France insoumise, c'est d'avoir un débat sur la question de l'Europe, sur les questions des acquis sociaux, sur la question de, finalement, c'est quoi les services publics. On va se laisser enfermer par Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon, alors qu'on est à quelques jours de parler du projet de loi de finances. Moi, j'en serais pas. Vous avez décidé de rester au Parti Socialiste, mais est-ce qu'il y a encore une place pour le Parti Socialiste, justement entre d'un côté la France Insoumise et de l'autre la République En Marche? Mais ça, ce sont des histoires, pardonnez-moi de vous le dire, pour les enfants. Parce que j'ai bien compris qu'on essaie de nous enfermer dans ce débat-là. Au passage, vous savez qui est le premier groupe parlementaire d'opposition ? C'est le Parti socialiste, avec 120 députés, sénateurs et députés européens. Moi, je veux bien que l'alpha et l'oméga de la vie politique française, la République En Marche et la France insoumise, vous savez combien ils ont de sénateurs? Ouais, là, vous m'englobez les députés européens. Non. Aujourd'hui, l'arithmétique qui vous arrange, là. Pas très honnête, tout ça. La République En Marche, c'est 21 sénateurs. C'est normal, ça n'existait pas. Lorsqu'il y a eu les européennes, la République En Marche n'existait pas. La France insoumise, 0. Vous savez pourquoi? Ils sont nouveaux. Parce qu'ils n'ont déposé aucune liste. Et donc, ce premier parti d'opposition en France n'est même pas capable de... Moi, j'en ai un peu marre de ce débat-là. Très bien, mais comment expliquer qu'on n'entend pas les socialistes sur les sujets qui agitent et on entend en revanche la France insoumise, parfois la droite? Olivier Truchot, vous êtes un observateur de la vie politique française. Vous ne nous avez pas entendu la semaine dernière sur le contre-budget? Non. Vous ne nous avez pas entendu sur les APL? Qui a parlé des APL les premiers? Les socialistes. Vous ne nous avez pas entendu sur les coups de rabot idiots évoqués par le Premier ministre? Qui en a parlé? Les socialistes. Qui a parlé des 30% sur les plans d'épargne logement? Qui a parlé de la loi logement qui va arriver, qui est en train de dénaturer totalement le monde HLM? Moi, je veux bien que vous fassiez en sorte qu'on ne nous entende pas. Mais celles et ceux, parce que nous avons cette expertise de mettre le doigt là où ça fait mal, sur le modèle social, sur le détricotage... Oui, mais il y a moins de crédibilité. Vous êtes trop bien élevé, en fait. Pardon? Vous êtes trop bien élevé.
Non mais c'est bien, vous êtes républicain, vous respectez le fait que vous soyez député et pas syndicaliste, ce que ne fait pas du tout Mélenchon, parce que lui, il se comporte et comme un député et comme un syndicaliste, et vous êtes trop près, alors que là, en fait, c'est un peu la guerre. Alors il faudrait que vous soyez un peu moins bien élevé. Je suis désolé. Alors merci de. Non mais mes parents, s'ils étaient encore de ce jour, auraient été heureux d'apprendre que j'ai été bien élevé. Mais c'est un compliment. Mais actuellement, ça vous dessert. Excusez-moi, madame, la vie politique, c'est pas la guérilla urbaine. C'est pas la guerre. Je vous comprends. Non, la vie politique, c'est un débat d'idées. Inaudible, eh ben on verra ça. On a 5 ans. Moi, je fais partie de cette génération qui a pris son bâton de pèlerin et qui va voir les fédérations. J'ai commencé un Tour de France. La gauche, le peuple de gauche, certes, il nous a boudés. Certes, il n'est pas venu voter pour nous. Mais il a encore une attente vis-à-vis de nous. Et ben moi, je louperai pas. Il attend encore le Parti socialiste, le peuple de gauche. Il attend la gauche française et le Parti socialiste trouvera toute sa place dans la gauche française. Mais oui, mais moi, vous avez une approche, pardon, mais vous avez une approche un peu quantitative et à mon avis pas assez qualitative. Une approche d'un élu local expérimenté. Ce que vous nous avez dit, l'état des troupes, le PS, combien de divisions? Vous avez dit 120 quand même. Vous êtes un économiste, il faut savoir compter. Oui, mais c'est d'ailleurs ce qui vous a fait défaut pendant très longtemps. Mais l'approche qualitative, ce serait de dire quelle est notre identité politique. Et là, Olivier, il a raison. Il y a des sociodémocrates ou des libéraux-démocrates qui sont avec le président de la République. Il y a une gauche qui est une gauche un peu radicale, révolutionnaire, contestataire, qui n'est pas une gauche de gouvernement. Vous, quels sont les quelques mots, quel est l'ADN de votre présence politique entre ces deux mouvements? Eh bien, écoutez, le constat que vous faites, tout le monde a cette photographie-là. Et moi, je n'aurais pas l'immodestie de penser, après la séquence que l'on vient de vivre, de passer de 288 députés à 28. Après avoir perdu en 2014 toutes nos collectivités, nous avons eu en 2014 la carte électorale de 1971, perdu beaucoup de départements et de régions. Et vous croyez, je viendrais sur un plateau pérorer de manière immodeste en se disant qu'il ne s'est rien passé? Non, mais ma question, c'est qui êtes-vous? Je vais vous expliquer. Qui êtes-vous? Quel est votre ADN? Nous sommes la gauche et nous sommes pour la justice sociale et on le démontre quand on vient alourdir les impôts des retraités avec la CSG. Moi, je suis de gauche, socialiste, européen et écologiste. Les impôts vont baisser de 7 milliards. Vous ne pouvez pas effacer ce que vous avez été. Et le travail... 7 milliards de baisse d'impôts. Moi, je n'effacerai pas mon histoire. Et c'est parce que je connais cette histoire d'un mouvement qui est plus vieux de plus de 110 ans. Non, mais c'est pas ça, mais vous avez soutenu le quinquennat Hollande. Vous avez soutenu Manuel Valls, vous étiez son bras droit. Lorsque vous dites « j'appartiens à un groupe qui a voté à l'unanimité contre les ordonnances Macron-Pénicaud ». Mais il y a un problème de crédibilité. Les ordonnances Macron-Pénicaud, c'est la suite logique de la loi El Khomri que vous défendez ici même, avec nous dans les grandes gueules. Mais quand vous m'avez reçu dans les grandes gueules, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, là encore, c'est le petit bout de la lorgnette, pardon. Mais non, c'est pas un bout de la lorgnette, c'est une question de cohérence politique. Ma cohérence, si vous me laissez l'expliquer, je vous la dis. Qu'est-ce qu'on a défendu, nous, au moment de la loi El Khomri, justement? Tout ce que l'on retrouve, on était contre ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les ordonnances Macron. Le plafonnement des indemnités prud'homales, j'étais contre. J'ai même déposé au Sénat, quand j'étais sénateur, des amendements pour renforcer le poids des syndicats. Alors qu'on ne me fasse pas un procès aujourd'hui où on se retrouve avec ces ordonnances. Moi, j'ai pas honte de dire je suis dans l'opposition. J'ai pas honte de dire qu'aujourd'hui, on a un président de la République des riches qui est de droite libérale. Un président des riches, vous reprenez le langage à France Insoumise. 7 milliards de baisse d'impôts, monsieur Carbouna. C'est son droit. L'économie, vous avez raison. 7 milliards de baisse d'impôts. De combien, monsieur Hollande, a augmenté les impôts au cours de son mandat? 30 milliards d'euros. Et pas seulement ceux des riches. Non, mais moi, je veux bien entendre tout ce que vous voulez nous raconter. Moi, je pense que vous avez à vous reconstruire. Ça n'est pas une condamnation. Mais pardon, les chiffres, là, sont univoques. Je peux parler? Oui. Je peux vous donner une expérience qui va vous parler. Moi, j'ai été maire d'Alfortville, une ville de banlieue populaire où je suis né, d'ailleurs. Et j'ai été le maire de ma commune, une ville de 50 000 habitants. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, où, d'un claquement de doigts, en un week-end, parce que le président de la République déjuge le discours de politique générale, que je n'ai pas d'ailleurs voté, d'Édouard Philippe, sur l'exonération de la taxe d'habitation. En un week-end, on passe de 10 à 13 milliards d'économies à devoir être portées par les collectivités territoriales. Vous qui êtes un économiste attentif, vous savez très bien que la Cour des comptes, puisqu'on aime bien parler de la Cour des comptes en ce moment, la Cour des comptes, elle a précisé que nous portons, nous les territoires, seulement 20% de la dépense publique.
République. Et malgré ça, en 2016, c'est les territoires qui avons fait 50% de l'économie de l'État. Et aujourd'hui, il y a un président de la République, c'est son droit, il n'a jamais été élu local, qui vient nous voir en disant, y compris hier le Premier ministre dans son séminaire Super Tendance, de nous expliquer qu'il va refaire un contrat avec les collectivités. Mais les collectivités, elles ont fait le boulot. Elles sont en train de ronger. Emmanuel Macron ne connaît pas bien la France parce qu'il n'a pas été élu local. Vous voulez que je vous dise le discours du président de la République quand il est venu au Sénat au mois de juillet? Il nous a dit, voilà la vision de la France du président de la République. À la ruralité, le problème du développement de la fibre optique. Aux petites villes, le problème des centres-villes. Et aux grandes métropoles, le problème des pollutions. Vous croyez que en ruralité, dans les zones périurbaines ou en métropole, on ne vit pas les mêmes problèmes à des degrés moindres? Il a une vision mosaïque de la France qui n'est pas la réalité. Et aujourd'hui, ce qui se fait sur les collectivités territoriales, sur les HLM, écoutez, le coup de rabot des APL, soyons clairs. Vous savez ce que ça... Vous défendre les bailleurs sociaux. Mais écoutez, moi je suis le président d'un OPA, j'ai 10 000 logements. Les 60 euros d'APL en moins, c'est 6 millions d'euros en moins par an, c'est tout mon autofinancement. Comment vous voulez que j'aille faire de la rénovation thermique dans les appartements? Mais le Parti Socialiste, c'est le parti du conservatisme, on ne bouge rien, tout va bien en France, on ne dépense pas trop d'argent public, il n'y a pas 6 millions de chômeurs, on a l'impression que ce que vous nous racontez, c'est que le pays est merveilleux et que Macron va l'abîmer. Non, ce que je suis en train de vous raconter, c'est que les collectivités territoriales, elles font le job. Mais elles dépensent trop d'argent. Mais c'est pas vrai. Allez, 1 million vous avez été maire. C'est pas vrai, c'est une insulte même pour les fonctionnaires qui demain manifesteront. Moi, je suis. C'est pas eux qui sont responsables. Qu'est-ce que dit le président de la République quand il a traité de fonctionnaires de circulaires? 1995, dans les communes en France, 1 million de créations d'emplois sans qu'il y ait de transfert de compétences. Et vous voulez nous faire pleurer sur les fonctionnaires municipaux? Non, mais moi je fais. Dites donc. Non, mais si cher monsieur, c'est le projet moi je du vous emmène PS, à Alfortville. Je vous le dis avec respect, si c'est le projet du PS, ça n'ira pas loin. Mais moi je vous parlais de choses concrètes. La masse salariale à Alfortville, elle n'a pas augmenté depuis 2010. Mieux encore, elle a diminué depuis 2 ans. Mais parce qu'on fait le boulot. Sauf que les fonctionnaires, moi je les appelle pas fonctionnaires du circulaire. Quand on a des inondations, qui est-ce qui est en train de nettoyer les berges? Nos fonctionnaires le dimanche. Quand il y a une période de sécheresse derrière, qui tape à la porte des personnes âgées? Nos fonctionnaires qui ne comptent pas leur temps. Ça suffit ce bashing du fonctionnaire. Ça veut dire quoi? On va opposer le privé au public? Macron, il vient de la fonction publique. Édouard Philippe est fonctionnaire. Oui, enfin, Emmanuel Macron, il était dans la fonction publique. Et vous savez quand est-ce qu'il a démissionné de la haute fonction publique pour rejoindre la banque Rothschild? En pleine crise des subprimes en 2008. Un haut fonctionnaire quitte la fonction publique au moment où on avait le plus besoin de lui. Merci. Vous avez été maire d'Alfortville. Vous y avez toujours un bureau à la mairie d'Alfortville? Tout à fait. Que je loue et le produit de la location va à la caisse des écoles. C'est gonflé ça. Le maire, il a un bureau adjoint, puis vous avez un annexe. Non, et vous avez gardé le grand et beau bureau de la mairie. Le maire, il a un beau bureau de maire et le député, il a un bureau de député. Alors, vous restez avec nous, Luc Carvounas, député d'Alfortville, qui reste avec nous, député du Val-de-Marne. À tout de suite. Et c'est Luc Carvounas qui est avec nous. Luc Carvounas, député socialiste du Val-de-Marne. Vous avez entendu, bien entendu, député socialiste parce que le PS a encore un avenir, parce qu'il y croit, Luc Carvounas. Question de Maxime. La première chose, après peut-être de rentrer dans quelque chose de plus concret, est-ce que oui, vous êtes conscient de ce qui vous a fait perdre la présidentielle, de ce qui vous avait perdu, mine de rien, le socle ouvrier, le socle de la classe populaire qui est parti chez Marine Le Pen, par exemple? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'essaie d'être très modeste dans l'analyse. Je pense que ce qui a participé malheureusement à cette lourde défaite, c'est que pendant ces 5 dernières années, on a posé des actes qui, pour le peuple de gauche, ne correspondaient pas à la philosophie, ce pourquoi nous avions été élus. Je pense notamment à la loi El Khomri qui a fait beaucoup parler d'elle, ou la déchéance de nationalité que même le président Hollande a reconnu avoir été une mauvaise chose dans la proposition. Mais c'était qu'une proposition. Mais ce mouvement, j'ai envie de dire, parce que j'essaye de faire cette introspection, il date pas que de simplement ce dernier quinquennat. Ces 10 dernières années, vous avez eu un peuple de droite qui avait élu Nicolas Sarkozy pour faire une politique, et après il se retrouve avec le discours de Grenoble ou le discours de Dakar, et puis la buissonnisation des esprits. Et ensuite, vous avez eu un peuple de gauche qui avait voulu virer Nicolas Sarkozy pour avoir une politique de gauche. Et là encore, cet électorat s'est trouvé totalement, à son sens, sûrement à juste raison, trompé. Et vous avez finalement, au bout de cette séquence de 10 ans, où les deux électorats se sont sentis trompés, une tentative d'y croire. Et Emmanuel Macron, et c'est à ce moment qu'il arrive avec ce trou de souris dont on nous parlait souvent pour François Hollande, et se fait élire avec un électorat et de droite et de gauche. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'il chute
dans les sondages d'opinion. Il remonte un peu là. Il chute beaucoup, en tout cas, chez les sympathisants de gauche. Oui, et il remonte chez les sympathisants de droite. C'est que, voilà, et en même temps, ça dure qu'un temps. Forcément, votre politique, elle est orientée. Et quand vous avez un Premier ministre, Édouard Philippe, on parlait du dernier quinquennat, il a voté contre toutes les lois de François Hollande. Et voir aujourd'hui des ministres comme Jean-Yves Le Drian, qui étaient dans le précédent quinquennat, être sous la tutelle d'un Premier ministre qui n'avait jamais montré une quelconque appétence sur aucune des lois. Moi, j'ai déjà voté la loi de moralisation de la vie politique dans ce quinquennat parce que tout n'est pas mauvais. Sauf qu'aujourd'hui, ce Premier ministre-là n'a pas fait ce travail-là. Bon, en tous les cas, moi, je vais essayer très modestement de faire un boulot qui est de la reconstruction. Moi, je me souviens qu'en 69, quand Defer a fait 5%, il y a eu un congrès, le congrès d'Alfortville, ça tombe bien, c'est ma commune. Et 2 ans après, il y a eu Épinay, ça tombe bien aussi, c'est l'année de ma naissance. Il y avait un leader qui avait pris les choses en main, il s'appelait François Mitterrand. Quand on regarde votre direction collégiale, vous êtes 28, c'est ça? Non, nous sommes 16, les 12 de plus sont des porte-parole et autres liés au parti. La direction collégiale a toujours été au nombre de 16. D'accord. Mais Épinay, c'était déjà... Attendez, je termine, je n'ai pas terminé. Donc vous êtes 16, enfin moi j'avais lu 28. Mais pas de leader. Qui pour incarner justement le nouveau parti socialiste? Vous avez plusieurs figures qui animent aujourd'hui cette direction. J'en fais partie. Vous-même, vous pourriez j'anime cette direction au poste de premier secrétaire dans quelques temps? Pour le moment, moi, j'ai postulé à nouveau faire le job jusqu'en mars prochain. Il y aura un congrès. On tranchera des questions candidat en mars idéologiques. La question, elle ne se pose pas au moment où je vous parle aujourd'hui. Si vous la posez, mais elle n'est pas publique. L'interrogation n'est pas publique. On verra de quelle manière les conditions pourraient ou pas être réunies. Aujourd'hui, ce n'est pas ma question. Solferino aura été vendu en plus. Oui, moi j'ai entendu. D'abord, vous voyez, Solferino est vendu. Moi, je trouve que nous aurions pu attendre le prochain congrès pour faire un acte politique, puisqu'on nous explique que c'est un acte avant tout politique, et que derrière il y aura un effet d'aubaine pour avoir des actions politiques et faire en sorte d'argent, faut pas l'oublier. Oui, bien sûr, puisque nous sommes à 28 députés, mais pas que, parce qu'aujourd'hui les finances du parti, elles sont pas mauvaises au sens où on n'est pas à la rue au sens propre et figuré. Il faut vraiment que chacun ait ça en tête. Bon, voilà, c'est pas le choix qui a été fait. Vous voulez garder Solferino? C'est pas le sujet, c'est une vieille marotte, on en parle depuis des années. Ce que je regrette, je vais vous le dire, c'est qu'on le fasse maintenant, alors qu'on aurait pu le faire il y a 5 ans ou 10 ans. Voilà. Ce que je regrette, c'est que la communication a été choisie d'être faite par le trésorier vis-à-vis de celles et ceux qui nous regardent. On se dit, oh là là, c'est le trésorier qui parle, ils ont vraiment des problèmes de fric. C'est pas vrai. François Hollande, il a encore un rôle à jouer au PS? Mais François Hollande, il a le rôle aujourd'hui d'un sage. C'est l'ancien président. Donc il n'a plus de rôle à jouer au PS. Non, c'est le. C'est un ancien président de la République. Je ne vais pas commencer à essayer. Le Conseil constitutionnel. Oui. Non, mais bon, écoutez, moi, j'ai plus envie de le revoir, François Hollande. C'est pas le sujet. Là, c'est la nouvelle génération que vous incarnez. D'abord, oui, bien sûr. Mais cette nouvelle génération, elle a été choisie de manière presque darwiniste, puisqu'ils ont tous été éliminés. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que je vous dis? C'est assez naturel. Je ne vais pas m'excuser d'avoir gagné quand même. C'est bien de dire, les anciens, c'est les anciens. Oui, mais on a toujours besoin des anciens. Non, mais attendez, mais il n'y a pas de droit de tirage éternel sur la République. Quand on a été battu, on n'a pas un droit mécanique à se représenter 5 ans plus tard. En France, c'était quand même le cas jusqu'à présent. C'est bien qu'il y ait un peu d'air. Mais comprenez-moi, parce que je vois bien ce sur quoi vous voulez m'emmener. Moi, je ne suis pas en train de dire il est bon à ranger au placard. D'abord, je ne me permettrai jamais de parler comme ça d'un président de la République. Ensuite, je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure que je donne tout de mon temps, y compris sur mon temps de vie privée, parce que j'y crois, les week-ends entiers, mes soirées, à rassembler ma famille, les socialistes. Vous croyez que dans cet état d'esprit-là, on est plus nombreux que vous le pensez. Vous croyez que dans cet état d'esprit-là, je vais commencer, moi, à ostraciser un ancien président de la République? Hollande est à la manœuvre. Vous dites c'est un vieux sage. Le vieux sage, il n'est pas à la manœuvre. Hollande est à la manœuvre. Il essaye de placer ici ou là ses amis. Écoutez, vous savez bien. Moi, je l'ai lu, je l'ai entendu. Vous le voyez? Preuve est que moi, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, vous voyez... Stéphane Le Foll n'est pas à la manœuvre. Il n'est pas à France. Mais ils ont le droit d'être à la manœuvre de ce qu'ils veulent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler aux militants, d'abord, et aux Français. C'est qui vos militants? Les militants, ce sont tous vos futurs électeurs, c'est qui? Tous ceux qui nous ont boudés, que lorsqu'on les rencontre, cet été, j'étais par exemple dans les Deux-Sèvres, certes une terre de gauche, mais ils nous disent, mais on attend quelque chose, une réponse de vous. On s'est tellement écarté de nos valeurs de gauche, revenez sur votre corpus. Des jeunes? Et donc, des jeunes et des moins jeunes. Chez Mélenchon, par exemple. Des jeunes et des moins jeunes. Et puis, même si on n'a fait que 6,36%, force est quand même de constater que Benoît Hamon, qu'on le veuille ou non, il a quand même posé des questions
pour un avenir. Peut-être que ce futur désirable, et voilà, même le slogan, on ne comprenait pas, mais il a posé des actes. Et moi, je vais prendre, et je me saisis de ces sujets-là pour continuer à construire les Benoît Hamon, comment on le fait? Vous ne pouvez pas le faire revenir, par exemple, Benoît Hamon? Il a fait son mouvement, oui, mais il ne faut pas être dans la nostalgie. Il a décidé de partir. Il a décidé de partir. Je ne vais pas m'amuser maintenant à courir. Mais c'est intéressant. Mais vous dites, il a posé des... Et puis Benoît Hamon, je ne vais pas courir après lui. Benoît a décidé de construire un nouveau parti politique. Vous y croyez? Moi, je suis encore au Parti socialiste responsable des relations extérieures. On peut parler avec les partis politiques. La démarche de Benoît Hamon, c'est une démarche personnelle, trop personnelle? Généralement, l'histoire du PS a montré que les scissions ne donnait pas de grands mouvements derrière. Je pense au mouvement de Jean-Pierre Chevènement. On a vu ce qu'a donné le parti de gauche. J'aurais préféré qu'il reste à la maison, mais comme Valls, j'aurais préféré qu'il reste à la maison. Aujourd'hui, ils n'ont pas fait ces choix politiques. Ils quittent le navire. Ils ont fait d'autres choix. Et Benoît croit plus à quelque chose de mouvementiste qu'à un parti. C'est son droit. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il représente, pour moi, à mes yeux, un parti de gauche. Mais est-ce que le PS est-ce que vous n'êtes pas en train de nous parler de quelque chose qui est mort? C'est-à-dire que le parti traditionnel type Parti socialiste est terminé. Aujourd'hui, effectivement, il y a d'autres formes. J'ai l'air d'un cadavre? Non, pas vous, mais vous êtes peut-être... oui, on voit bien avec La République En Marche, c'est un mouvement, c'est autre chose. La France Insoumise, c'est aussi une autre offre. Bon, je vais encore me faire engueuler par votre expert économiste, parce qu'il va dire que je suis encore dans la quantité. Comment un parti peut être mort quand il dirige des centaines de communes, des dizaines de départements, plusieurs régions de France, quand on a 120 parlementaires? Comment je peux entendre que nous sommes morts? Ça, on essaie de nous cornériser. C'est la mort des idées politiques. Non, je viens de vous dire qu'on va les reconstruire, les idées, mais avec alors, modestie. Est-ce qu'il y a un projet en construction? Oui, il y a un projet. Sur quoi se base? Parce que vous avez parlé de Benoît Hamon, ça se base sur les idées, donc l'ancien projet de Benoît Hamon. Un projet en construction, c'est que toutes les questions qui sont dans notre identité de gauche, il faut savoir se les poser. C'est quoi? Parce que tout le monde vient sur les plateaux. Voilà, tout le monde vient sur les plateaux en disant je suis social-démocrate et écologiste. C'est quoi être de gauche là? Alors, sur la question des services publics, on est pour ou contre la suppression de la taxe d'habitation, ce qui en dit long sur la manière dont on administre derrière et les collectivités. Sur la question du logement, la loi va arriver bientôt. Il faudra qu'on dise en quoi on est pour la justice sociale, pour un logement pour tous. Est-ce qu'on est dans ça aujourd'hui? Sur la question européenne, on aura une élection en 2019. Sur ces sujets-là, sur tous ces grands sujets... Je reprends le premier point. Je reprends juste le premier point, parce que ça rejoint ta question. Il y a deux façons de poser le problème. Soit on dit il faut des moyens pour les collectivités locales, et ça, c'est assez neutre. Mais le vrai courage consiste à dire aux Français, vous voulez des services publics de proximité, vous voulez que vos trottoirs soient balayés, que la solidarité se manifeste quand il y a une inondation, de la chaleur. Vous voulez des sports et des loisirs gratuits pour vos enfants. Ça coûte cher, c'est de l'impôt. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêt? Et un des problèmes du Parti socialiste, c'est qu'il n'a jamais posé cette question. Êtes-vous prêt à payer des impôts? Vous êtes sévère quand vous allez regarder ce qui se passe dans nos territoires dirigés par des socialistes. Moi, encore une fois, dans ma commune, j'ai créé plus et mieux de services publics sans jamais augmenter les impôts locaux. Jamais. Tout en désendettant la ville depuis 2 ans. Mais à un moment, vous êtes d'accord que quand il y a des services en face, il faut les payer. Mais la question, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, le vrai débat, c'est les gens, vous savez, ils ont cette culture, ils comprennent quand on leur explique. Vous avez tout à fait raison. Moi, mon inquiétude, et ça, c'est quand on est un maire de gauche ou un maire de droite, vous allez, avec la suppression de la taxe d'habitation, totalement fondé pour plus de 50% de votre budget de fonctionnement au bon vouloir de Bercy. Et quand on m'explique... Ça évitera les dérapages. Non, mais il faut arrêter de penser que les élus locaux sont des imbéciles et que la haute fonction publique administre mieux leur territoire qu'ils connaissent 100 fois mieux. Ils ont beaucoup dépensé. Sauf que je vais vous dire une chose qui est très simple, projet de loi de finances, là. On nous explique à tous les maires, il a raison François Baroin quand il tape du poing sur la table, qu'on sera remboursé. Non mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Le 1 pour 1. Le 1 pour 1, Marlène Schiappa, vous en parliez tout à l'heure. Marlène Schiappa, c'est le plus petit budget de l'État. 27 millions d'euros. Et le premier acte politique d'Édouard Philippe est d'avoir fait passer ce budget de 27 millions, qui est le plus petit budget de l'État, à 19 millions et demi. Et vous allez me faire croire à moi, maire, ancien maire d'Alfortville, que les carabistouilles qu'on nous explique en disant oui, messieurs les maires, vous serez remboursés au 1 pour 1, c'est faux. Et les habitants, ils iront voir leur maire parce qu'ils voudront des places en crèche, du logement, des écoles. Alors la situation, c'est du centralisme. La situation actuelle, c'est l'héritage
l'héritage de votre gestion pendant 5 ans, la gestion socialiste, puisque Macron est là depuis seulement 4 mois. 1,8% de croissance. Merci pour l'héritage. Avec un chômage qui baisse beaucoup moins vite chez nous qu'ailleurs, où les économistes vous le diront. La situation... Merci. Attendez, je termine. La situation est moins bonne chez nous qu'ailleurs. On a de la croissance, on a un chômage fort, alors qu'ailleurs, le chômage baisse. Même au Portugal, j'ai vu que le taux de chômage au Portugal était en dessous de taux de chômage français, alors qu'ils sont partis beaucoup plus haut. Les fonctionnaires, ils sont en colère, mais ils sont en colère par une situation qui n'a pas été créée par Macron, qui vient d'arriver. Mais les catégories C qui râlent, c'est parce qu'effectivement, le gel du point d'indice, c'était François Hollande qui l'avait mis en place. Les fonctionnaires râlent parce qu'ils ne sont pas très bien gérés, parce qu'on sait très bien que la DRH de l'enseignement public n'est pas bon. Mais je viens de vous avoir. Vous connaissez pas le dossier ? Vous ne connaissez pas le dossier, pardon de vous le dire. La fonction publique territoriale, ça faisait 8 ans que le point d'indice n'avait pas été revalorisé. Qui l'a revalorisé ? François Hollande. Donc vous venez dire le contraire. Le jour de carence, qui l'avait introduit ? François Hollande. La revalorisation des catégories C, c'était François Hollande. Non, vous rattrapez pas. Allez pas, refaites pas l'histoire sur la fonction publique territoriale. On a fait le boulot et vous savez pourquoi ? Les fonctionnaires n'ont pas voté Benoît Hamon. Mais les fonctionnaires, il n'y a pas que les fonctionnaires. Excusez-moi, quand on passe à 28, tout le monde nous a tourné le dos. Publique, oui, moi mon électorat, je vais le reconquérir. Voilà. Vous allez reconquérir. Je vais le reconquérir mon électorat parce que je vais aller les rencontrer et parler avec eux de manière claire et en vérité. 2 questions concrètes. La première, Maxime. Ensuite, on parlera de la fiche dont Marlène Schiappa veut le retrait sur la PMA. Alors, vous voulez Maxime. Reconquérir un électorat, vous aimez les choses concrètes. Il y a un thème important qui s'est posé lors de la campagne présidentielle, qui était la légalisation, la dépénalisation du cannabis. Je vais vous poser la question parce qu'il y a eu un papier ce matin dans le Figaro qui parle de ça très bien, qui parle des conséquences, des taux de personnes qui se mettent à fumer du cannabis qui est très important, et notamment de cette fameuse THC qui est ce qui est responsable des effets, qui a augmenté dans les années 70, c'était 2 ou 3%, là ça passe à 10%. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour le cannabis ? Est-ce que vous le dépénalisez, vous le légalisez ? Moi je vais être clair, je suis contre la dépénalisation. Pourquoi ? Voilà, parce que c'est une drogue. Voilà, je suis contre. Pour moi, il n'y a pas de débat, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais pour moi le cannabis est une drogue, je ne suis pas pour sa dépénalisation. Voilà. Et vous n'êtes pas sur la théorie qui pense que... Non, mais ça souffre d'aucune théorie. Qu'on vienne me démontrer que ce n'est pas une drogue, le cannabis. Ah non, mais moi j'ai mon avis. Mais... Donc moi j'ai mon avis aussi. À partir du moment où on dit que c'est une drogue, moi je ne suis pas pour dépénaliser une drogue. Le tabac aussi. C'est une autre forme d'addiction. Une autre forme d'addiction. Qu'est-ce qu'on fait de cette affiche là posée par la Manif pour tous après les légumes OGM, les enfants, un seul parent les fachos sont de retour. Le bricolage procréatif. Les fachos sont de retour avec l'outrance que l'on connaît. Vous savez, au moment du mariage pour tous, qu'est-ce que j'ai eu dans la tête, dans la tronche, pardon de vous le dire, par la fachosphère parce que je suis homosexuel. Donc là, recommencer à avoir ce genre de choses, ça suffit quoi. Et on donne caution à ces gens-là. Et ils alimentent la fachosphère. Ça suffit. Pour le coup, Schiappa, elle a raison de demander le retrait de ce type d'affiche. Même y avoir pensé, c'est profondément un scandale. J'arrivais dans vos studios, je les ai vus affichés sur le boulevard. C'est du grand n'importe quoi. Ces gens-là ne peuvent pas nous tordre le bras quand on veut avoir des réformes sociétales. Et la PMA sera une réforme sociétale. Ouverte aux femmes seules et aux couples de femmes. Et la GPA ? Je suis contre, je l'ai déjà dit. Mais ceux qui disent que forcément, à un moment donné, la PMA pour les femmes seules, au nom du principe de l'égalité, ça veut dire forcément un jour les hommes voudront la GPA. Je vais vous dire une chose, puisqu'on parle d'égalité, on parle de valeurs de gauche, la justice sociale, l'égalité, on s'est battu pour ça et je pense qu'on l'a démontré. Notamment, on en vient d'en parler sur le mariage pour tous. De quoi on parle ? La PMA, d'abord, elle existe déjà. Donc ça voudrait dire qu'on l'empêcherait. Pourquoi ? Parce que les femmes sont homosexuelles ? Donc on refuserait ce droit. Oui, mais on refuserait ce droit à 2 femmes parce qu'elles sont homosexuelles. Donc c'est une question de l'égalité. C'est une réforme sociétale. Dans ce cas-là, il faut autoriser la GPA. Les homosexuels, je vous pose la question encore plus directement, les homosexuels ont-ils un droit à l'enfant ? Les homosexuels sont comme tout, cher monsieur, ils ont le droit à avoir une famille. Et pas plus tard qu'hier... Donc, ils ont un droit à l'enfant. Pas plus tard qu'hier, j'avais un couple de mes amis, l'un est pompier, l'autre est artisan. Ils ont une petite fille de 2 mois et demi qu'ils ont adoptée, un pupille de la nation. Et je le dis pour que celles et ceux qui entendent, même quand on est un couple hétéro et on attend pour avoir une adoption, ça marche encore en France. On peut adopter des enfants. Et oui, les couples homo, ils ont le droit à fonder une famille s'ils le souhaitent. Moi, avec mon mari, je veux un enfant. On a déposé un dossier d'adoption. Voilà, j'assume ce que je suis et personne ne me tordra le bras et encore moins ce type de facho de la Manif pour tous. Merci Luc Carvounas d'être passé par le grand oral des GG. On va enchaîner avec le GG et vous. À tout de suite. RMC les grandes gueules, les GG et vous.
Et c'est Anna qui veut reprendre la parole avec Joël Dagosseri. Anna qui a 27 ans, qui est du côté des Hauts-de-Seine, de Rueil-Malmaison. Quand on a parlé tout à l'heure des incivilités, des attentats, des atteintes contre les personnes et les biens, et notamment contre les pompiers et les policiers, on va te réécouter Joël et ensuite tu dialogues avec Anna. Une cause culturelle. Ce sont des descendants de l'immigration qui sont dans ces quartiers. Donc ils ont des parents qui ont été souvent, pour la plupart, élevés ailleurs. Culturellement, dans des cultures africaines ou peut-être maghrébines, le garçon est libre. Quelle est la prise de l'éducation? Comment l'éducation du parent peut prendre sur un enfant qui est dehors toute la journée? Anna, bonjour. Oui, bonjour. Joël vous écoute. Bonjour Anna. Bonjour, j'ai été un peu révoltée par ce que vous aviez dit. Moi, je suis d'origine afro-caribéenne, j'ai grandi avec des Africains, j'ai grandi en cité, j'ai grandi dans deux sortes de banlieues, des banlieues, défavorisées et des banlieues plus privilégiées. Je suis dans une banlieue plus ou moins privilégiée depuis la fin de mon adolescence. Et ce qui n'a pas été cité dans l'extrait qui a été diffusé, c'est que vous disiez qu'il fallait qu'ils fréquentent des Français ou je ne sais pas quoi pour qu'ils puissent, en gros, c'est du qui. Pardon, mais moi j'ai vécu, je suis entourée de Français d'origine africaine et d'origine antillaise. Là où je vous rejoins, c'est que le rôle des parents est primordial, mais là où je ne vous rejoins pas, c'est le fait que vous essentialisez au fait que nous soyons d'origine de culture africaine, ou nous sommes comme originaires de pays où la liberté des garçons prime, etc. Alors que dans nos pays, les garçons ne traînent pas pour traîner. Ils traînent pour chercher du travail ou pour autre chose. Alors moi, je suis issue d'une famille monoparentale plus ou moins défavorisée. J'ai fait mes études, j'ai été entourée de gens de cité, de gens plus privilégiés. Les gens plus privilégiés économiquement ne sont peut-être pas mieux que ceux qui vivent en cité. Quand j'étais au lycée, dans mon lycée, où je fréquentais des gens justement de cette petite bourgeoisie ou cette grande bourgeoisie, je ne sais pas. C'était soirée alcool, c'était soirée drogue, du shit, etc. Je ne sais pas si leur éducation est meilleure que la nôtre. Alors Anna, réponse de Joël. Je partage tout ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec vous, effectivement. Je ne dis pas que l'éducation dans les quartiers privilégiés est meilleure que ça. J'explique, et je suis désolée, je suis aussi de culture africaine, et je sais très bien que les garçons ne sont pas toujours élevés comme les filles. Et vous ne m'enlèverez pas ça de la tête, c'est la vérité. Quand vous êtes dans une cité, si vous êtes une fille, vous n'y traînez pas, vous voyez qui en bas de la tour? Vous voyez des filles? D'accord. Est-ce que ce sont tous les garçons, tous les adolescents? Je n'ai pas dit que c'était tous les garçons, mais il y a de la délinquance. Il y a de la délinquance, oui ou non? Elle a dit que c'était que des garçons. Je ne parle pas des personnes. Moi, je suis issue d'une famille de 14 enfants. Une famille africaine, typique. Combien de garçons, combien de filles? 10 garçons et 4 filles. Donc les garçons avaient le droit d'aller dehors, mais pas les filles? Alors non, parce que mes parents, effectivement, ont refusé ça. Mais excusez-moi, mais les copains de mes frères venaient sonner constamment et mes parents devaient les chasser pour dire non, ils descendront pas. Et c'est la force des parents qui a fait ça. Donc je suis désolée, il y a des gens qui traînent en bas de la cité. C'est la vérité. Pas tous. Moi, j'en ai pas fait partie, vous non plus, mais il y en a. Vous êtes sensibilisé à cette histoire de culture africaine, etc. Alors que moi, je suis aussi à peu près originaire du même point que vous. Ma tante qui a élevé toute seule ses 4 enfants, 3 garçons et filles, elle les serrait. Mes tantes et mes oncles pareil. Donc essentialiser en disant que oui, pas tous, mais il y en a. Parce que la culture africaine, elle est large. La culture africaine, on n'est pas parce qu'on est noir qu'on se ressemble tous. On a tous une culture, même à l'intérieur de la culture africaine, qui est différente. Et il y en a. Je suis désolée, c'est la vérité. On veut pas le dire, mais c'est la vérité. Il y en a qui traînent. Il faut dire la vérité. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y aura de la délinquance? Je vous envoie un t-shirt des GG, merci d'avoir alimenté la discussion avec Joël. Suite du GG et vous dans un instant. Avant de continuer le GG et vous avec Malik, fonctionnaire qui veut reprendre la parole face à Pascal Péry, monsieur Éric Brunet, Radio Brunet, 13h-15h sur RMC. Je suis très heureux d'accueillir tout à l'heure, dans quelques minutes, l'ambassadeur d'Espagne à Paris. Il s'est tu pendant tous les événements de la Catalogne et maintenant il parle. Et je suis très heureux parce qu'il donne le vrai visage des Catalans. Il faut quand même savoir qu'hier, par exemple, la télévision catalane a traité de fascistes les gens qui étaient dans la rue et les Catalans qui disaient nous sommes attachés à l'Espagne. Les Catalans sont très durs.
dur. Reporters sans frontières aussi raconte un petit peu un certain nombre de violences, de propos très durs tenus localement par les Catalans indépendantistes contre les journalistes qui ne sont pas d'accord avec eux. Bref, tout ça pour vous dire que nous, un peu romantiques, mèche au vent, en France, on présente ces indépendantistes catalans comme des types super sympas, super cool. La réalité est tout autre. Et j'ai pas parlé des générations qui sont propagandées dans les écoles publiques catalanes par des profs qui sont devenus des militants d'indépendance. Tu parleras du ton à la catalane ou... Je parlerai également du ton à la catalane. Oui. C'est pour ça que je t'aime, toi. Oui. C'est parce que tu es capable de faire des petits pas de côté comme ça. Oui, nous parlerons, nous donnerons des recettes effectivement de cuisine catalane. Bien sûr. Alors 13h-15h avec l'ami Eric. Suite du GG et vous, Malik veut reparler des fonctionnaires. Grève demain, manif demain avec Pascal Perry. Petit extrait de Pascal et ensuite Malik prend la parole. Moi, je pense que les fonctionnaires devraient à la nation un minimum de loyauté, parce que nous payons tous très cher cette présence publique. Ils ont parfois aussi pas de formation, pardon de le dire. Un fonctionnaire de catégorie A ou de catégorie B, B qui passe des concours pour devenir A, gagne très bien sa vie. Fonctionnaire de catégorie C, avec peu de formation, on peut pas attendre d'être surpayé. Malik, bonjour. Bonjour. Alors, Pascal vous écoute, mon cher Malik. Bonjour, Malik. Monsieur Perry, bonjour. Comme d'habitude, Monsieur Perry a l'obsession de savoir et de vouloir diviser les Français entre eux. Hier encore, c'était les musulmans, aujourd'hui, les fonctionnaires. Monsieur Perry, le démagogue, comme je pourrais le citer. Il y a un problème, Monsieur Perry, avec vous, c'est que là, vous êtes en train de condamner, en train de dégager une certaine violence envers les fonctionnaires, qui aujourd'hui travaillent 20% moins cher que dans le privé. Et aujourd'hui, vous les stigmatisez, vous faites cet amalgame, vous essayez de monter encore une fois je stigmatise. Les Français entre nous, vous les stigmatisez et vous les... Je suis le grand stigmatisateur. Le stigmatisateur, voilà, le charme stigmatisateur. Et attendez, voilà, les musulmans, les fonctionnaires et les musulmans fonctionnaires, je vous dis pas. Double dose. C'est la catastrophe. Oui, mais c'est ça, c'est vous, monsieur. Mais je pense que c'est un rôle aussi que vous jouez, que j'apprécie, parce qu'il me fait rire. Mais ça va. Je voudrais savoir, la question que j'ai à savoir, c'est monsieur Perry. Est-ce que vous rêvez ou est-ce que vous jalousez? Je vais faire un one-man show sur le sujet. Non, c'est-à-dire que il ne faut pas oublier que les fonctionnaires travaillent. Malik, c'est pas une armée de feignasses. Moi, je pense que vous avez un vrai problème avec la réalité. Moi, je ne sais pas si j'ai un problème comme vous le dites. Moi, je pense que vous avez un problème avec la réalité. Je crois d'ailleurs que c'est un vrai problème dans ce pays, c'est qu'on est face au déni de la réalité. On est dans un pays où on dépense 57% de la richesse créée par le privé dans le public. On est dans un pays où on se plaint sans arrêt que les services publics ne sont pas suffisants. Nous sommes dans l'attente permanente de crédits supplémentaires, des moyens qu'il faudrait mobiliser pour faire encore mieux, alors que nous sommes le pays qui dépense le plus et dont l'essentiel de la dépense porte sur la masse salariale des fonctionnaires territoriaux, nationaux, hospitaliers. Nous sommes dans un pays de paradoxe. Oui, nous sommes dopés à la dépense publique. J'allais même dire, nous sommes drogués à la dépense publique. Et ce que je ne comprends pas, là, en substance, Malik, c'est juste la revendication sur le jour de carence. Comment peut-on, regardant la nation dans les yeux, lui dire « je veux, moi, pouvoir être malade une journée sans qu'on m'enlève cette journée de revenus, alors que ce sera le cas pour tous les autres ». Comment peut-on regarder la nation au fond des yeux en réclamant cet avantage significatif? Sur le jour de carence, on dit de quoi, Malik, finalement? Je dis tout simplement, c'est une cotisation, monsieur. On a une cotisation mutuelle qui nous permet d'avoir notre journée de carence prise en charge. Mais non, votre cotisation, elle est payée par votre employeur, et je vous rappelle que votre employeur, c'est nous. C'est nous. Merci Malik. À bientôt sur RMC dans Bonne journée néanmoins. Malik, dernière question. Vous manifesterez demain? Vous serez en grève? Bien sûr, nous serons en grève comme toutes les fois où il faut l'être. Il faut être présent. Et si aujourd'hui, nous, fonctionnaires, on ne se met pas dans la rue, ça ne va pas être le privé qui pourra descendre facilement. Aujourd'hui, si on ne se mobilise pas et on ne descend pas dans la rue, je vous assure, ça sera... Mais vous croyez que le privé se sent concerné par votre manif? Merci Malik. À demain. La France est en danger, Malik. Dans la rue, peut-être au 32-16. Sauvez-la. À très bientôt dans tous les cas. Suite et fin des grandes gueules maintenant avec l'avis des GG signé Joël Dagosseri. RMC, les grandes gueules, l'avis des GG.
Ma chère Joëlle, tu as la parole. Oui, moi, je vais revenir, je vais faire un petit parallèle parce qu'en fait, la semaine dernière, il y a eu un complément d'enquête avec où on voyait Taubira réagir à une question d'un journaliste. On lui présentait les images tout à fait dégradantes qu'elle avait pu recevoir. Ouais, c'était fait traiter de singe. Voilà, et elle avait répondu, c'est moi que vous faites venir, c'est pas ma personne qui est attaquée. Vous imaginez la violence pour une fille de 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et la même semaine, j'ai ma fille qui est revenue de l'école avec, comme je dis, sa première petite insulte raciste, puisque je pense que ce sera pas la dernière. Elle est revenue, alors j'ai raconté vite fait l'épisode, hein, elle joue avec une petite fille, il y a une petite fille qui est arrivée, qui lui a dit à l'autre petite fille, on joue pas avec les noirs. Et pourquoi ? Parce que les noirs ils puent. Et ma fille qui a répondu naïvement, mais je suis noire moi. Et elle a dit, c'est mon papa qui me l'a dit. Donc, non. Oui, elle a dit, c'est mon papa qui m'a dit que les noirs ils puent. Pas s'étonner, donc, non ? Donc, moi, j'en veux pas aux enfants. J'ai bien, en 2017. J'ai bien conscience qu'à 5, 6, 7 ans, c'est pas un enfant qui invente un truc pareil. Oui, c'est l'entend à la maison, ce qu'on entend dans la famille. Voilà. J'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais dis donc, ces cours d'éducation civique qu'on nous donnait à l'école, qu'est-ce que ça devient ? Donc, je regarde autour de moi, j'interroge mes copines avec qui ont des enfants qui sont un peu plus grands que ma fille. Et donc, je vois que mon filleul a 1 heure de cours d'éducation civique par semaine. Et je trouve que c'est pas assez. Je trouve que dans le monde dans lequel on vit, c'est pas assez. Mais là, il faudrait éduquer les parents. Oui, mais il faudrait, oui, pas éduquer les parents, mais déséduquer les enfants de l'éducation des parents. C'est-à-dire que compenser, un peu comme on fait avec la lecture. On se dit qu'il y a des familles dans lesquelles on ne lit pas beaucoup et qu'il faut compenser avec beaucoup de lecture. On divise les classes par 2. Mais c'est pareil pour l'éducation. Il y a des familles dans lesquelles il y a encore une éducation qui est complètement nauséabonde. Tu as identifié les parents ? Alors moi j'ai rendez-vous avec l'école en fin de semaine pour en parler, donc je verrai bien. Mais je demande est-ce qu'on prenne conscience et que l'éducation nationale, je sais que c'est pas elle de faire l'éducation, je le sais très bien, mais il faut prendre conscience de ce phénomène quand même. Parce que tu dis, tu as rendez-vous à l'école en fin de semaine avec le petit garçon et ses parents aussi, ou la petite fille? Non, avec le maître pour l'instant. D'accord. Pour en parler. Et tu as l'intention de voir aussi le... Voilà, je voudrais savoir si dans ces cas-là, qu'est-ce qui est fait au sein de l'école, dans ces cas-là, dans ce genre de... Alors je fais rendez-vous, c'est pour ça que j'avais déjà rendez-vous, mais je vais en parler en même temps. Donc voilà, je voudrais que... Écoute, moi je me souviens, pour un fait de violence, ma fille était à l'école primaire, il y a eu un fait de violence avec un petit garçon. Les parents étaient là. On avait demandé à ce que la directrice d'école convoque les parents et l'enfant. Donc peut-être que tu peux voir avec le directeur ou la directrice. Moi, je trouve que c'est un minimum parce que c'est quand même une extrême violence. C'est un garçon qui a dit ça. C'est une fille. Une petite fille dit c'est mon papa qui l'a dit. Ça mérite au moins interrogation des parents. Les enfants répètent bêtement ce que disent les parents. Oui. Et moi, je pense que là aussi, tu vois, il y a un problème de réalité. On est un peu dans un monde qu'on fantasme bon. C'est ça. Je crois qu'on se trompe sur l'état d'évolution de l'esprit de notre humanité. Et sur le niveau d'éducation des Français comme des autres d'ailleurs. Le monde est assez raciste. Il y a eu une discussion dans la classe ou pas? Alors non, mais pas du tout, parce qu'en fait c'est un événement dans la cour de récréation. Moi je lui dis, est-ce que tu en as parlé? Elle m'a dit non, elle est rentrée de l'école, elle m'en parle. Moi maintenant c'est à moi de faire un travail de pédagogie auprès de ma fille, mais le problème c'est que tu as ce truc, je suis obligée de la préparer à ça. C'est malheureux, mais je suis obligée de la préparer à lui dire tu vas en entendre d'autres, et tu n'es pas ça, et tu n'es pas ci. Oui, mais peut-être pas laisser. Moi je pense qu'il faut. C'est pas facile parce que c'est à l'intérieur d'une classe, etc. Mais il ne faut pas laisser passer en fait. Non, mais justement, c'est pour ça que je compte bien en parler. Cours contre on n'avait pas eu des cours contre le racisme, on avait ce qu'on appelait l'éducation civique, mais c'était plus tourné un peu vers le fonctionnement de la vie politique, la sécurité. Il faudrait modifier, je pense. Mais c'est pas que chez les enfants, de cet âge-là, parce que je me souviens d'une scène l'année dernière, ça m'avait marqué. J'ai un ami qui s'appelle Arnaud, qui est centrafricain, qui est d'origine centrafricaine, il y retourne, etc. Et on discute, on avait un repas avec des amis, et il y a une fille qui lui a fait une blague sur sa couleur de peau. Et je lui ai dit, écoute, moi j'avais déjà risqué le coup, mais je m'étais excusé, je pouvais pas, mais sache qu'il aime pas ça, il y en a qui acceptent pas. Elle fait oui, non mais enfin, c'est bon, je veux dire, chacun son truc, enfin... Il a connu des guerres civiles en Afrique, il a connu des situations dramatiques. Nous, quand on parle de vécu, je pense qu'il est largement au-dessus de nous. Il faut comprendre ça. Et elle, dans sa tête, non, c'était normal de se moquer de ça, de faire des blagues sur le fait qu'il était africain sur sa couleur de peau. Mais non, il faut prendre conscience de certaines choses. C'est pas que chez les gamins. Je pense qu'il y a une mentalité qui est malheureusement un peu conditionnée, un peu comme ce que disait Pascal. C'était sa première fois, elle n'a pas compris, elle a réagi naïvement. Donc voilà. Allez, on accueille Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bienvenue. Vous avez vu, il a suffi d'envoyer vacances. Vous avez été tiré au sort et c'est vous qui gagnez la semaine de vacances, mon cher Michel. Ah ben écoutez, je suis très très content parce que je vous écoute très souvent. Je sais que vous êtes une équipe formidable. Écoutez, Michel, vous allez avoir le choix entre 58 destinations.
Mer, campagne ou montagne, vous avez des envies? Alain Marchal refuse à citer les 58 destinations. Avez-vous des envies, Michel? Écoutez, tout me ferait plaisir. J'aime bien la mer, faut être franc. C'est superbe la mer. Mais du côté de l'Allier, vous avez rarement l'occasion d'apercevoir la Grande Bleue. Ou alors vous habitez très haut, avec un balcon, il fait beau. Michel, vous choisissez votre destination, vous partez en vacances. Faites-vous plaisir. À très bientôt. Nous, on se retrouve demain 10h, 13h. Didier Giraud, Elina Dumont, Jimmy Mohamed et Rachida Dati. Passez une bonne journée. Vive la République, vive la France, vive les grandes gueules. À demain 10h.